En 1969, un homme signe un document qui va faire de lui la deuxième personne la plus puissante du Zaïre. Pas un général, pas un ministre, connu du grand public, un ingénieur électricien de 33 ans, formé à Bruxelles que presque personne à Kinshasa n'a encore vu à la télévision. 8 ans plus tard, il disparaît des radars officiels du jour au lendemain. Et 14 ans après, il meurt, sans que personne, aujourd'hui encore, ne sache exactement où ni comment. Entre ces deux dates, cet homme a signé la loi qui a changé la nationalité des centaines de milliers de Congolais. Il a aussi, selon les archives disponibles, gardé une partie du pays pour lui-même. Et à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais les mots article 15 de la même façon. Avant d'être un nom que la moitié du Kivu prononce encore avec méfiance et l'autre moitié avec nostalgie, Barthélemy Bisengimana Rwema était un gamin de la région frontalière entre les Congo belges et les Rwanda. Même l'endroit exact de sa naissance ne fait pas consensus. Certaines sources les situent à Tchangougou, d'autres à Kibumba à quelques kilomètres de là. Sa date de naissance elle-même varie selon les sources. 1935, 1936, parfois 1939. Personne à ces jours n'a produit d'acte d'état civil qui tranche la question. On commence donc cette histoire par un flou, et ces flous, tu vas les retrouver plusieurs fois. Ce qu'on sait avec certitude, en revanche, c'est qu'il devient en 1961 l'un des tout premiers ingénieurs électriciens congolais formés à l'université Lovanium, à une époque où très peu de Congolais accèdent à ce niveau d'études techniques. C'est déjà en soi une trajectoire rare. C'est que cet homme voulait prouver. Il voulait prouver dans un pays qui venait de sortir de la colonisation et qui cherchait désespérément des cadres compétents qu'un ingénieur pouvait diriger un pays aussi bien qu'un politicien. Il part ensuite se perfectionner à Bruxelles en télécommunications et revient piloter les communications satellites du jeune État congolais. On est dans les années où Radio Léopoldville diffuse en boucle les rumbas des Franco Luambo et du Tepeoki Jazz, la bande sonore de toute une génération de fonctionnaires congolais, qui, comme Bisengimana, croient encore que la technique et la discipline vont construire les pays neufs. En 1966, Mobutu, au pouvoir depuis un an seulement, repère cet ingénieur discret et efficace. Il le nomme directeur général chargé des questions techniques à la présidence. 3 ans plus tard, le 8 mai 1969, une ordonnance officielle en fait les directeurs des cabinets du président, les postes les plus proches du pouvoir absolu, occupés par un homme que la majorité des Zaïrois ne connaît pas encore. Comment un ingénieur discret devient-il, en quelques années à peine, l'homme qui contrôle les trésors publics d'un pays entier? La réponse tient en un mot: la confiance aveugle d'un seul homme, Mobutu lui-même. Une fois nommé directeur des cabinets, Bisengimana se contente de gérer l'agenda du président. Selon les archives administratives disponibles, il pilote directement les trésors publics et le commissariat général au plan. Concrètement, c'est lui qui, au quotidien, décide où va l'argent de l'État pendant 8 ans. Et le plus long règne qu'ait connu cette fonction dans toute l'histoire du pays. Cet homme est, dans les faits, la deuxième autorité du Zaïre. Ce que peu de gens savent, en 1971, une première loi, la loi numéro 71002, pose déjà la question de la nationalité des populations d'origine rwandaise installées au Congo avant l'indépendance. On confond souvent cette loi avec celle de 1972. Ce n'est pas la même. La confusion elle-même en dit long sur la manière dont cette histoire a été racontée ou mal racontée depuis 50 ans. Ce dont Bisengimana avait peur, selon ce que documentent les historiens du Kivu, que les tensions intercommunautaires entre les populations rwandophones et populations congolaises autochtones finissent un jour par exploser en violence ouverte,
C'est dans ces climats qu'en 1972, les bureaux politiques du MPR, sous son impulsion directe, selon plusieurs sources, même si d'autres historiens insistent que la décision restait avant tout collective, votent la loi numéro 72002. Cette loi accorde automatiquement la nationalité congolaise à toute personne originaire du Rwanda, Burundi, installée au pays avant janvier 1950. Pour te donner une idée de l'ampleur, on parle des centaines de milliers de personnes qui, du jour au lendemain, changent de statut légal, sans référendum, sans débat public, par un simple vote d'un bureau politique contrôlé par un seul parti. Cette loi va devenir, 50 ans plus tard, l'un des sujets les plus explosifs de toute la région des Grands Lacs. Et la raison de cette explosion tient à un deuxième événement, presque simultané, dont on parle beaucoup moins. En 1973, un an après la loi sur la nationalité, le régime lance la zaïrianisation. Les entreprises et propriétés détenues par des étrangers, en majorité des colons belges, sont redistribuées à des Zaïrois. Et voici la contradiction qui change tout. Selon les archives disponibles, Bisengimana s'attribue lui-même l'une des plus grandes concessions de la région, selon celle d'Osso à Massissi, un domaine qui comprenait les plus importants cheptels bovins détenus jusque-là par des colons blancs dans toute la zone. L'homme qui, un an plus tôt, avait porté une loi présentée comme un geste d'apaisement communautaire, devient l'année suivante l'un des plus grands bénéficiaires personnels de la redistribution des terres dans la région même concernée par cette loi. Était-ce de la corruption pure ou l'application logique de son propre profil d'un système qu'il avait lui-même contribué à construire? Les sources disponibles ne permettent pas de trancher cette certitude, mais elles permettent de poser la question. Les mensonges qu'il s'est racontés peut-être sur lui-même, qu'un homme aussi indispensable au fonctionnement de l'État avait par définition gagné les droits de se servir. C'est une logique qu'on trouve chez beaucoup des cadres de cette génération, pas seulement chez lui. Pendant ces années-là, dans les rues de Kinshasa, on commence à voir circuler les premières Mercedes noires appartenant au cadre du régime. Un symbole visuel des statuts que toute une génération de Kinois se rappelle encore aujourd'hui. Cité dans les mémoires de l'époque. Bisengimana pilote ensuite entre 1974 et 1976 les commissariats généraux au plan et gère les comités de stabilisation avec les FMI. Une période où le régime se radicalise, marquée notamment par les procès retentissants des prétendus conspirateurs en 1975. Comment un homme aussi central peut-il, du jour au lendemain, se retrouver écarté de tout? Qui d'autre savait et s'est tué? Le 23 février 1977, une ordonnance présidentielle met fin, sans annonce préalable, aux fonctions de Bisengimana. Il est remplacé par un certain Nimi Maïdika Ngimbi. Les motifs avancés à l'époque, des allégations des commissions occultes liées à une usine textile de Kisangani. Un homme qui, la veille encore, gérait les trésors de tout un pays, disparaît du sommet de l'appareil d'État en une seule signature. Officiellement, c'est une affaire de corruption, mais selon plusieurs sources documentant l'entourage de Mobutu à cette période, Bisengimana serait resté actif en coulisses bien après son limogeage officiel. Mission discrète, réseau maintenu aux États-Unis, en France et en Belgique. Ce que ces missions couvraient exactement reste à ce jour largement dans l'ombre. Et cette zone d'ombre n'est pas un détail, c'est peut-être la clé de toute cette histoire. Autour de cette chute circulent aussi des récits qu'aucune source primaire ne vient confirmer. Un surnom, l'homme des 10 ou 30%. Très répandu dans certains récits de la diaspora, mais qu'aucun document judiciaire et administratif ne vient étayer. On te les mentionne parce qu'il existe dans les mémoires populaires, mais on refuse de te les présenter comme un fait établi. C'est exactement la différence entre rumeur et documentation, et c'est cette différence qui fait la crédibilité de cette chaîne.
De la même manière, une théorie affirmant qu'un obscur conseiller belge aurait personnellement introduit Bisengimana auprès de Mobutu circule dans certains cercles militants, mais elle repose sur une source qui admet elle-même l'absence totale des preuves vérifiables. On ne construit pas une histoire sérieuse sur une théorie qui se revendique elle-même invérifiable. Ce qu'on peut en revanche documenter, c'est la blessure d'un homme brutalement écarté d'un pouvoir qu'il avait exercé pendant 8 ans et le silence qu'il a choisi de garder jusqu'à la fin sur les vraies raisons de sa chute. Et c'est précisément ce silence qui va rendre sa mort, 14 ans plus tard, presque aussi mystérieuse que sa naissance. Qu'est-ce que ça révèle sur notre époque aujourd'hui? En 1991, Barthélemy Bisengimana meurt. C'est à peu près tout ce que l'histoire officielle retient. Aucune source consultée ne précise les lieux exacts de son décès, ni sa cause, ni les circonstances qui l'entourent. Un homme qui a un jour signé des documents les plus sensibles de l'État zaïrois s'éteint sans que personne ne documente comment. 10 ans plus tôt, en 1981, la loi qu'il avait portée en 1972 avait déjà été abrogée avec effet rétroactif, comme si le pays lui-même cherchait à effacer une partie de cet héritage. Voilà ce que cette histoire révèle au-delà du Zaïre. Les hommes qui bâtissent des lois les plus sensibles d'un pays, celles qui touchent à l'identité, à la nationalité, à qui appartient à qui, sont rarement ceux qu'on retient dans les livres d'histoire officielle. Ils opèrent dans l'ombre du pouvoir suprême et souvent cette même ombre qui finit par les engloutir. Aujourd'hui encore, dans certains villages du Massissi, des anciens se souviennent du nom Bisengimana, associé à la concession d'Osso et de son cheptel, un souvenir transmis oralement, jamais couché noir sur blanc dans un registre officiel accessible au public. En 2019, certains commentateurs ont établi un parallèle entre Bisengimana et un directeur de cabinet plus récent, tous deux originaires de la même région, Cyangugu. Ces parallèles biographiques, l'origine commune est exacte, mais l'utiliser comme suggérer une continuité du complot relève davantage du discours politique que des analyses historiques rigoureuses. On te le signale précisément pour cette raison, pour que tu saches faire la différence toi aussi entre un fait et une instrumentalisation d'un fait. L'histoire de Bisengimana, c'est l'histoire d'un homme qui a cru que la compétence technique suffisait à légitimer les pouvoirs absolus. Et tout ce qu'on choisit d'en faire entre rumeurs, mémoire et vérité documentée. Si ces circonstances exactes de sa mort en 1991 ressortent un jour d'une archive belge, française ou congolaise encore fermée aujourd'hui, ce sera peut-être le sujet de notre prochaine enquête.